Alors, mes chers collègues, je suis présent, Monsieur Ollier est présent, Madame Flipoteau donne les pouvoirs à Monsieur Samaké qui est présent, Bouchra Lawes est arrivé, Olivier Roverchella, Béatrice Benotti, Mustapha Marouchi, Véronique Zeller, Benjamin Anouche, Awanian, je ne l'ai pas vue, elle va arriver normalement. Franck Rougeau, Caroline Caillou, Hakim Soltani sont là. Hélène Bach a donné pouvoir à Hakim Soltani. Yann Delalande est là. Anne Brodu, je crois que je l'ai vue, elle est là. Daniel Le Saulnier a donné pouvoir à Yann Delalande. Michel Fréret est là. Jean-Yves Guibert n'est pas là. Vincent Delahaye n'est pas là non plus. Martine Victorien donne les pouvoirs à Béatrice Belloki. Chérif Nyang est là, Kangou Makalou est là, Lionel Brière donne les pouvoirs à Olivier Roverche, Arnaud Angloma est là, Cécile Manoa est là, Ismaël Aboudaoud est là, Amélie Dumont, elle devrait arriver. On peut commencer. Nathalie, voilà, Wagnan qui nous joint, Nathalie Tournette est présente, Rabi Wadi a donné pouvoir à Amélie Dumont. Mes chers collègues, je veux bien que vous soyez silencieux. On a, pour ce conseil municipal, qui est un conseil municipal purement technique, on a des conditions de micro limitées, donc si chacun peut faire attention. Nathalie Tournette est là, Rabi Wadi a donné pouvoir à Amélie Dumont, Julien Compan, Arnaud Angloma, Mohamed Mohamedi est là, je l'ai vu. Yamina Ouida a donné pouvoir à Cécile Manoa, Tasnim Houchen ne devrait pas tarder. Florian Tello, je crois que je l'ai vu, il est là, excusez-moi, je vous le trouve. Josette Brunelière donné pouvoir à Pierre Ollier, Roger Delégros donné pouvoir à Ella Kribirandan, Cécile Cohen est là. Ella Kribirandan est là, Alexandre Gilles est là, Samia Taibi est présente, Dawari Osfal lui a donné pouvoir, Sylvie Darac a donné pouvoir à Alexandre Gilles, et on devrait récupérer Silver, je n'ai pas de pouvoir de Silver Cala. Bon, de toute façon, une fois encore, c'est pas essentiel, pas de sujet. Le quorum est atteint. Madame Kribirandan m'a demandé une expression préalable, je lui passe la parole. Je rappelle que l'idée c'est de faire un conseil extrêmement court, donc je vous passe la parole. Monsieur le maire, chers collègues, cette semaine est une semaine toute particulière parce que je crois qu'on a été un certain nombre à avoir été très émus par un événement dramatique qui m'a personnellement beaucoup affectée, puisque je crois qu'on est un certain nombre à ne pas avoir dormi, même c'est en tout cas ce que j'ai moi pu vivre il y a quelques jours après l'assassinat barbare de Aboubacar Cissé dans la mosquée de Grand Combe dans le Gard. On a été quelques-uns de Massy à nous déplacer pour le rassemblement contre l'islamophobie à Paris, en République, dimanche soir. Et je voulais vraiment m'exprimer à ce sujet parce que voilà, le choc passé, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, je me suis dit mais qu'est-ce que cette société, cette république où parce qu'on est juif, parce qu'on est musulman, parce qu'on est homosexuel, on peut parfois être agressé, voire pire, mourir, à raison de ses croyances, à raison de sa couleur de peau, à raison de son orientation sexuelle, ou à raison de toute autre spécificité qui fait notre identité. Je le dis parce que Aboubacar Cissé aurait pu être mon frère, il aurait pu être un cousin, mon papa, et que voilà, c'est pas seulement l'empathie, mais aussi l'attachement viscéral aux valeurs républicaines qui fait que j'ai été aussi très étonnée de voir le traitement médiatique et dans la continuité, mine de rien, de ce qu'on observe depuis quelques années maintenant avec une idéologie raciste qui est véhiculée par un certain nombre de médias, pas tous, heureusement, mais par un certain nombre d'entre eux et qui produit, hélas, les résultats qu'on connaît, jusqu'à nourrir la haine qui amène des habitants du territoire français à être tués en raison de leur
appartenance ou de leurs convictions religieuses. Et donc, je vous propose, Monsieur le maire, à l'instar de ce qui a pu se passer à l'Assemblée nationale aujourd'hui, à l'instar de ce qui a été fait dans un certain nombre de collectivités, que nous observions en mémoire d'Aboubacar Cissé, dont la famille, ou en tout cas une partie de la famille, a été reçue par des députés cet après-midi. Mais aussi pour témoigner de notre attachement aux valeurs républicaines d'égalité, de fraternité et de mobilisation de toutes et tous contre toutes les violences, contre les individus qui peuvent amener, comme ça a été le cas la semaine dernière, jusqu'à la mort d'un jeune d'une vingtaine d'années, tué sauvagement par une autre personne, 40 à 50 coups de couteau pour tuer Aboubacar Cissé. L'enquête déterminera les circonstances, mais enfin, je crois que les circonstances, elles sont déjà connues de toutes et tous, puisque tout ça a été filmé par des caméras, et que moi je m'étonne du traitement à la fois qu'à ce stade ce ne soit pas considéré comme étant un événement qui relève d'un acte terroriste, mais aussi de la négligence d'un certain nombre de médias qui témoignent d'un mépris, voilà, je le dis, vis-à-vis de certaines catégories de population. Et donc moi, comme on l'a toujours fait, et comme il faut continuer à le faire à chaque fois que quelqu'un est atteint en raison de son identité, réelle ou supposée d'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on puisse ensemble, toutes et tous, nous mobiliser et témoigner de notre attachement aux valeurs républicaines. Et donc je vous propose, Monsieur le maire, je vous demande même que nous puissions ensemble observer une minute de silence en mémoire d'Aboubacar Cissé. Évidemment, ça va de soi, je crois qu'on partage chacun des mots que vous venez de dire. Il n'y a pas de possibilité d'accepter quelque acte criminel que ce soit, qu'il soit, et vous l'avez dit très justement, qu'il soit antisémite, qu'il soit islamophobe, qu'il soit une discrimination quelconque. Et évidemment, je vous propose qu'on accepte votre demande. Mes chers collègues, ceci est le point unique de notre conseil municipal et concerne la rénovation de l'école Moulin. Nous avons eu pour la rénovation de cette école, qui est partagée en 13 lots, plus de 130 réponses. Donc il a fallu les traiter et nous ne pouvons aujourd'hui proposer des réponses financières que pour le lot 1, désamiantage, démolition grosse œuvre, carrelage, clôture. Ça va nous permettre de commencer. Le lot 4, menuiserie extérieure, serrurerie. Le lot 5, étanchéité. Le lot 6, électricité. Le lot 7, la plomberie, les sanitaires. Le lot 9, l'isolation thermique par l'extérieur et l'environnement. Et le lot 12, voirie, réseau, divers, clôture, jeux d'enfants. Ceci représente un montant total de 5 596 110,97 € hors taxe.
Là, ça marche. Merci de cet exposé. L'idée, c'était, on vous l'a expliqué, c'était de faire un conseil municipal en mode un petit peu dégradé, mais uniquement sur ce sujet-là. Le sujet est très simple, c'est de tenir les délais pour être certain de livrer la nouvelle école Moulin pour la rentrée prochaine, et donc on ne pouvait pas attendre le conseil suivant. C'est pour ça que j'ai convoqué ce conseil municipal exceptionnel supplémentaire. Je précise, Yann l'a dit, que les lots complémentaires sont un peu moins urgents, seront attribués lors du prochain conseil municipal. Est-ce que ça appelle des demandes d'intervention? Oui, bien sûr. Pas de problème. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique de cette délibération, néanmoins, on a une question à poser sur est-ce que ces travaux de rénovation comprennent des travaux qui visent à faire au moins 40% d'économie d'énergie, compte tenu du fait que c'est devenu le minimum pour une rénovation d'équipements scolaires qui soit considéré comme étant efficace. La réponse est évidemment. Étant entendu que. Il faut prendre le micro. La réponse est évidemment. Étant entendu que la rénovation thermique c'est fondamental. S'ajoute à ceci quand même, parce qu'il faut le dire, le problème qui est nouveau et qui est climatique, c'est-à-dire que le confort d'été devient un vrai problème dans nos écoles. Donc on travaille aussi sur le sujet, et ça va être l'occasion, là c'est une école qui va être complètement nouvelle, où la maternelle et le primaire seront ensemble, à la demande du corps enseignant d'ailleurs, et donc évidemment qu'on fera ce qui est nécessaire complètement. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Merci, on précisera les éléments en commission sur les 40% précisément, parce que ça dépend comment on compte. Je rappelle qu'on a du chauffage urbain, merci, donc les choses donc, on vérifiera sur les questions, c'est pas qu'une question de pourcentage, parce que ça dépend d'où on part, mais en tout cas, le sujet d'économie d'énergie et le sujet, c'est important qu'Yann ait insisté là-dessus, du confort d'été, on va sur le confort d'été beaucoup plus loin qu'on n'a jamais été, en testant des nouvelles choses aussi là-dessus. Je pense que c'est un élément important. J'imagine que c'est un vote unanime, pas de demande de vote, j'imagine. Je vous remercie. Il y a un certain nombre de questions orales et de motions qu'on a déposées. Je me permets, c'est de droit, donc évidemment, si vous souhaitez qu'on les étudie, il n'y a pas de sujet. Sur un conseil municipal qui se voulait encore technique et formel, je me dis que certaines peuvent peut-être attendre. Vous voyez, vous êtes libre, encore c'est de droit. Si vous souhaitez qu'on discute les quatre, il n'y a pas de problème. Je me dis que pour certaines d'entre elles, il n'y a peut-être pas une urgence absolue, mais c'est vous qui voyez, et vous avez la parole dans l'ordre que vous voulez. D'abord les motions, puis les questions orales, je vous laisse voir. Donc la première motion qu'on propose ce soir au vote du conseil municipal, c'est une subvention à l'intention de l'UNICEF, car on considère que Massy est une ville qui rassemble des habitants de toute origine et qui est attachée au vivre ensemble. On considère également que Massy est et a été une ville refuge pour de nombreuses personnes chassées de leur foyer par la violence, notamment des Chiliens dans les années 1970 ou encore récemment les Ukrainiens ces dernières années. On considère que Massy, par ce biais, est une ville sensible aux enjeux humanitaires dans le monde. On considère également que de nombreuses catastrophes humanitaires et des conflits meurtriers endeuillent aujourd'hui notre planète et touchent de façon plus ou moins proche les Massiccois, notamment au Soudan, où les conflits armés entre groupes rivaux impactent fortement la population depuis 2023, avec plus de 12 millions de personnes qui ont fui leur foyer, avec plus de 150 000 morts depuis 2 ans. Il y a également la République démocratique du Congo qui s'enfonce dans la violence depuis décembre 2024 avec l'intervention du M23, voire de l'armée rwandaise dans le nord de Kivu. L'Europe connaît également son lot de violence avec la guerre en Ukraine qui est menée par la Russie, avec plus de 28 000 victimes civiles, dont plus de 10 000 morts, et la plus grande crise migratoire sur notre continent depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 7 millions de réfugiés hors du pays. Enfin,
comment ne pas aujourd'hui mentionner Gaza, où l'ONU dénonce la pire crise humanitaire des 18 derniers mois. L'UNICEF annonce ainsi 51 000 morts, dont 15 000 enfants, et plus de 100 000 blessés, dont 34 000 enfants, avec plus de 95% des écoles démolies, la destruction du système de santé par les bombardements israéliens. Nous proposons au conseil municipal de Massy d'exprimer sa solidarité avec toutes les victimes des conflits et de se prononcer en faveur de paix juste, basée sur le respect du droit international et humanitaire partout dans le monde, et de voter une subvention de 20 000 € à l'UNICEF, dont les actions envers les enfants dans le monde est reconnue par tous. Merci. La parole est à Pierre Ollier pour la réponse. Bonsoir à toutes et à tous. Pour dire que cette motion nous a surpris, c'est vrai, pour à la fois le choix de l'UNICEF, qui est évidemment tout à fait estimable comme association, Dieu sait, à la fois pour le montant, 20 000 €, donc pourquoi l'UNICEF, pourquoi 20 000 € et pourquoi aujourd'hui. Chacun sait dans cette assemblée qu'on s'est donné un cadre pour ce type de soutien, pour ce type d'aide. D'abord de rappeler que notre ville soutient un bon nombre d'associations qui ont pour objet la solidarité internationale. Elisabeth n'est pas là, mais évidemment, elle pourrait, et vous pouvez largement le confirmer. Donc on a cette part de solidarité internationale, et effectivement parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes attachés au vivre ensemble et que nous sommes sensibles aux enjeux humanitaires de ce monde. Sensibles aussi aux catastrophes humanitaires. On se rappellera dans cette assemblée qu'on a au moins 2 reprises, mais j'en ai 2 en tête, que ce soit en Kabylie, que ce soit au Maroc, sur les événements et les catastrophes particulières, soutenu, donné des subventions pour, et avec ce cadre qu'on s'est donné. Parce que sinon, ma foi, chaque semaine on peut voter une subvention, ça j'ai pas trop de doute qu'on pourrait le faire pour toute occasion. Donc on s'est donné un cadre que ce type de soutien passerait par des associations massicoises, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. J'ai le souvenir effectivement de l'événement au Maroc et plus précisément encore en Kabylie, avec le soutien qui était passé par l'intermédiaire de l'association Franco-Berbère. Voilà. Et puis le dernier principe qu'on s'est donné, le dernier cadre qu'on s'est donné, c'était de se dire qu'il y avait peut-être un peu de facilité à être généreux avec l'argent des autres, et donc que c'était le libre choix de chacun, plutôt le choix individuel de soutenir l'association, la cause, et que chacun voulait soutenir. Et donc je suis bien certain que dans cette assemblée, si on additionnait l'ensemble des dons qui ont été faits par les uns et les autres, on sera largement au-dessus des 20 000 € de soutien, avec le libre choix que chacun aura fait pour l'association qui lui convient et la cause qui lui convient. Donc il me semble que ce n'est pas à la ville de faire ce choix, mais à chaque personne pour ce qui lui semble bon d'aider et les convictions qu'il a. Merci. Donc je soumets la motion au vote. Qui est favorable? J'imagine que vous êtes favorable. Qui s'oppose? Donc la motion n'est pas adoptée. Je vous remercie. Vous avez la parole. Une abstention de la part de Tamar. J'ai donc une deuxième. Toujours, vous avez toujours la parole. Oui, alors je vais présenter la motion relative à un sujet qui intéresse beaucoup d'habitants. C'est le projet d'installation du stade du PSG à Massy, en tout cas qui est une option dont parle beaucoup la presse et dont vous avez vous-même parlé depuis vos vœux en janvier dernier, monsieur le maire. En effet, le club de football Paris Saint-Germain a engagé des démarches en vue de la construction d'un nouveau stade. Le territoire de Massy est évoqué parmi d'autres possibilités. Ce projet, s'il venait à se concrétiser à Massy, aurait évidemment un impact considérable en termes de flux, de population, de circulation, de difficultés à se déplacer compte tenu de la saturation des transports publics, de sécurité, évidemment, de pollution sonore ou encore de pression foncière. Ce projet, tant dans sa phase de construction que d'utilisation, n'est pas compatible avec les exigences d'une transition écologique qui est pourtant indispensable et nul ici ne peut nier le défi climatique que nous avons toutes et tous à relever.
Par ailleurs, le tissu urbain, les infrastructures et les équipements publics de Massy ne sont pas adaptés aujourd'hui pour accueillir une infrastructure d'une telle ampleur. Rappelons qu'il s'agit d'un projet de stade de 90 000 places pour une population d'environ 50 000 habitants à Massy. La population massicquoise n'a à ce jour ni été consultée ni informée de manière transparente sur les intentions de la municipalité concernant ce projet. Et je crois que c'est important d'éviter que ne se propagent des rumeurs et que nous puissions disposer d'informations fiables plus que de celles de titres de presse qui se succèdent chaque semaine dans différentes publications, ou alors sur les réseaux sociaux, sans parler des blagues du 1er avril qui parfois suscitent beaucoup de débats. Je crois qu'il est essentiel que les décisions d'aménagement majeures d'une telle importance soient prises en concertation avec les habitants et dans le respect de l'intérêt général. Que par ailleurs, le site pressenti sur moins X% faisait l'objet d'un projet d'aménagement d'un nouveau quartier avec des habitations, des services publics, avec l'idée de désartificialiser les surfaces bitumées. Projet qui, rappelons-le, et ça avait été relevé par la presse, avait été lauréat d'un financement dans le cadre de la lutte contre la France moche. Nous avions des remarques, et c'est des sujets qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer au conseil municipal, mais enfin, à la limite, il vaut mieux avoir un projet perfectible que ce qui pourrait se profiler aujourd'hui. Et on ne l'a pas évoqué dans les considérants, mais vous le savez, un stade de foot, moi j'aime beaucoup le foot, et je suis allée à de nombreuses reprises à des matchs du Paris Saint-Germain, mais je me suis souvent sentie seule en tant que femme, et favoriser l'installation à Massy d'un équipement qui va coûter plusieurs milliards d'euros et qui va concerner essentiellement les hommes, parce que malgré tout, on est quand même très minoritaire, mesdames, dans les stades de foot. Je ne suis pas persuadée que ce soit la priorité du moment au regard de ce que nous avons à défendre en matière d'espace à mettre à disposition, de principe de mixité, ou en tout cas, là il ne s'agit pas d'espace public, mais la municipalité a la main à la fois, parce que si cette construction venait à être avérée, on serait obligé de modifier le plus, et donc on a des leviers d'intervention qui permettent d'avoir un avis clair ou d'empêcher que soit fait n'importe quoi sur notre territoire. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, nous proposons que le conseil municipal se prononce pour organiser un débat public éclairé, donc avec l'ensemble des informations nécessaires, pour permettre aux personnes de prendre position, aux habitants de prendre position. Débat qui précédera un référendum, donc un vote des habitants pour leur permettre de se prononcer sur le projet. Et nous vous demandons, monsieur le maire, de rendre aussi publique votre position sur ce projet, parce qu'à ce stade, vous indiquez que c'est une possibilité, vous le dites depuis le mois de janvier, mais voilà, est-ce que vous pouvez être plus transparent sur votre avis? On peut comprendre que vous n'y êtes pas opposé, compte tenu du fait que vous discutez. En tout cas, vous nous avez dit que des discussions étaient effectivement en cours. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun mandat qui vous est donné pour mener ces discussions, ni sur le contenu, voilà, rien, aucun élément. Et donc nous vous demandons de rendre publique votre position sur ce projet, et puis d'engager activement la ville à défendre une urbanisation maîtrisée, respectueuse du cadre de vie des habitants et de l'équilibre territorial, car nous sommes attachés à l'objectif de transition écologique qui doit aussi s'opérer dans les territoires et pas seulement à travers des discours incantatoires. Merci de cette motion sur laquelle on a d'abord beaucoup de points d'accord. Je vais commencer par vos considérants. Considérant que le territoire de la commune de Massy est évoqué parmi d'autres possibilités, les termes sont justes
il n'y a, j'allais dire à ce stade, si je peux me permettre, de fait ni projet ni choix, mais exactement l'évocation d'une possibilité parmi d'autres, ni plus ni moins. Considérons que ce projet, s'il venait à se concrétiser, aurait un impact considérable. Et vous soulignez, moi je suis d'accord avec les points que vous soulevez, les questions de circulation, de flux, de nuisances en général. Vous auriez pu en ajouter d'autres, l'impact économique, l'impact sur la vie sportive, les impacts positifs aussi, parce que je pense que toute personne de bonne foi peut reconnaître qu'un tel projet aurait évidemment et des impacts négatifs et des impacts positifs, et évidemment il faut tout regarder. Considérant qu'il est essentiel que les décisions d'aménagement majeur soient prises en concertation avec les habitants et dans le respect de l'intérêt général, 1000 fois d'accord, vous auriez d'ailleurs pu ajouter, comme vous le faites toujours à Massy, depuis des décennies, vous auriez même pu nous féliciter de cette exigence que nous avons à toujours consulter, y compris sur des petits projets. Pas plus tard qu'hier soir, avec Anne Brodu et Hakim Soltani, nous étions avec des habitants pour discuter du déplacement d'un stop. Donc vous voyez, la consultation ne porte pas que sur les grands projets, mais sur chacun des projets, du plus petit au plus grand. C'est, je crois, une de nos marques de fabrique. Considérons que ce projet n'est pas du tout compatible avec un projet de transition écologique. Là, c'est forcément un peu plus compliqué. D'abord, c'est difficile de juger en l'absence de projet. Dire, je reprends vos termes, juger de l'impact écologique, de l'évocation d'une possibilité parmi d'autres, c'est un petit peu difficile. Je crois qu'il faut être précis là-dessus. En fait, il y a deux positions possibles. Il y a une position parfaitement respectable, qui serait de considérer tout projet de stade comme par nature nuisible. Et ça peut se défendre. On peut considérer, on a le droit de penser ça, que l'existence même du PSG, du foot business, est un problème écologique. Après tout, ça a un impact, des voyages en avion, des déplacements de supporters, comme toute activité humaine, ça a un vrai impact écologique. Et d'ailleurs, c'est le devoir du PSG, comme de tous les clubs, de le réduire. Donc si la position, c'est de dire que par nature, l'existence même du football de compétition et du PSG est un problème écologique, on peut être d'accord. Si ce n'est pas le cas, et j'ai plutôt le sentiment, parce que je ne veux pas caricaturer vos propos, que ça n'est pas ce que vous dites, en tout cas, ça n'est pas notre position. Si on considère que ce n'est pas le cas, si on considère qu'en tant que tel, l'existence du PSG et du football business n'est pas forcément un problème. Et si on considère même qu'il y a une forme d'intérêt collectif à ce qu'il y ait en Ile-de-France, à ce que le PSG dispose d'un stade à sa mesure. Si on pense pour ça, ne serait-ce qu'aux millions de fans, aux enfants, aux adultes qui vibreront ce soir, qui pesteront, se déchaîneront, trembleront devant Arsenal PSG, j'en connais ici. Si on pense à l'impact économique, c'est une vraie activité économique, bref, si on pense qu'il y a un intérêt collectif à ce que l'Île-de-France dispose d'un club de premier plan européen, alors la question écologique qui est réelle, elle se pose différemment. Elle se pose en comparant différentes options. Elle ne se pose pas en absolu. Sinon, on est forcément d'accord. Un stade, ça a un impact écologique négatif, il n'y a aucun doute. La question, c'est entre un projet stade et un autre. Et je vais prendre un sujet très concret, parce que c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à écarter l'option sur la bande. On a clairement dit qu'on n'était pas favorable à un projet de stade sur les terres agricoles de la bande. Je me permets ce petit rappel. Dans le schéma directeur que vous aviez voté à la région en 2012, l'urbanisation totale des 75 hectares était obligatoire. Je me suis battu, j'ai été jusqu'à me battre directement auprès de la présidente de région, auprès du préfet de région, pour obtenir que dans le nouveau schéma directeur de la région de France, ces 75 hectares dont vous vouliez imposer l'urbanisation soient largement préservés et qu'il n'y en ait que 25 hectares qui soient urbanisés. J'ai pas mené ce combat pour ensuite prévoir qu'on impose un stade. Et là, vous voyez qu'on est bien sur l'intérêt écologique. On est sur la comparaison entre différentes options de stade. Et là, je pourrais vous rejoindre. Un stade sur des terres agricoles serait à coup sûr moins écologique qu'un stade sur une friche urbaine. Sur ce point-là, on sera d'accord. Et donc justement, un stade sur un site dont vous rappelez à juste titre qu'il a été retenu par l'État au titre de la revitalisation des friches. Est-ce que c'est un bon projet? Eh bien en fait, ça se discute, ça se travaille, ça se mesure un impact écologique. Et justement, aujourd'hui,
Moi, je ne suis pas capable d'en juger. La seule chose qu'on peut dire, c'est que cette hypothèse-là, elle est à coup sûr plus écologique qu'une hypothèse d'implantation d'un stade sur des terres agricoles. Et évidemment, vous évoquez les projets, les intentions que nous avons exprimées, que j'ai exprimées, que la majorité a exprimées sur ce quartier, notamment une désimperméabilisation partielle, notamment la limitation de l'accès en voiture, le lien entre les quartiers, vous avez évoqué certains d'entre eux. Il n'est pas question pour nous d'y renoncer. La question, c'est justement de voir si jamais cette possibilité évoquée devenait un projet, comment ce serait compatible avec ça. Et c'est ça la question. La question écologique, elle n'est pas en absolu, elle est toujours en comparaison. Bref, sur les considérants, beaucoup de points d'accord, quelques nuances, vous le voyez. Alors, vous me demandez d'organiser un débat public éclairé. Avons-nous jamais fait autrement, même sur des projets mineurs? Vous savez que non. Je croise beaucoup de massicoises et de massicois aujourd'hui, y compris des gens qui sont tout à fait hostiles à l'idée d'installation du PSG et qui me disent tous la même chose. Ils disent, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'avec vous, on peut discuter. Je ne crois pas qu'il y ait un massicois ou une massicoise qui disent que sur ces projets, que sur même des petits projets, on ne discute pas, alors a fortiori sur un projet d'une telle ampleur. Donc, évidemment, il y aurait une très large concertation. Et d'ailleurs, dès les prochaines semaines, sans même attendre des annonces précises du PSG qui viendront peut-être, je ne sais pas, je vais prendre l'initiative d'inviter les massicoises et les massicois à en discuter. Et bien sûr, ensuite, si jamais cette possibilité évoquée devenait plus concrète, alors il faudrait bien sûr un vrai débat public dans les règles de l'art. Ça, c'est le rôle, et vous le savez, de la Commission nationale de débat public, qui est une autorité administrative indépendante et qui serait obligatoirement, c'est la loi, obligatoirement saisie par le porteur du projet. Le rôle de la CNDP, son nom, c'est de garantir l'information et l'expression du public sur des projets qui concernent leur environnement et qui ont une telle ampleur. Et j'insiste là encore là-dessus, ne faisons pas croire le contraire, aucune décision engageante ne peut juridiquement être prise avant la tenue de ce débat. Donc, inutile de chercher à faire croire que nous pourrions, sur un tel sujet, prendre une décision à la hussarde. D'abord, et je pense que les massicois le savent, même ceux qui sont hostiles, et même ceux qui nous sont hostiles, et ils ont bien le droit, sur tous les projets, même les plus mineurs, on mène toujours des consultations, et évidemment on le ferait. Et par ailleurs, dans le cas d'espèce, c'est de toute façon une obligation légale. Donc, vraiment inutile de chercher là-dessus à agiter des peurs. Alors, faut-il qu'un tel travail se conclue par un référendum? C'est une question, c'est une option. Ça a des avantages. C'est binaire, c'est clair, oui, non. Il y a deux camps, les pour, les contre, et une majorité. C'est assez confortable d'une certaine manière, ça évite de se mouiller, mais ça a le mérite de trancher. Ça a des inconvénients aussi. C'est binaire, oui, non. C'est pas des discussions pour améliorer le projet. Il y a deux camps, et à la fin, des vainqueurs et des vaincus. Évidemment, mais là encore, je ne veux pas caricaturer votre propos. Je ne pense pas que quiconque imagine faire un référendum à ce stade sur la base de l'évocation d'une hypothèse. Même juridiquement, vous avez évoqué les questions de l'élu, je ne vois pas sur quoi je ferais un référendum aujourd'hui, ça n'aurait aucune espèce de fondement légal. La question qui peut se poser, et elle est absolument légitime, c'est de savoir si à la fin d'un processus, sur la base d'un projet, et pas de l'évocation d'une hypothèse, d'un projet discuté, travaillé, amélioré, on puisse faire un référendum. Ça peut se concevoir, il y a d'autres méthodes qui sont possibles pour aboutir à un consensus collectif. Chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Je ne prendrai pas position aujourd'hui, on va discuter du sujet, on en parlera avec les massicoises et les massicois. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Est-ce que c'est celle qui garantit le plus la représentativité? On en parlera de toute façon, et ça je pense qu'on sera d'accord, j'espère en tout cas, ça n'a de sens que sur la base d'un projet et à la fin du processus. Donc aujourd'hui le sujet, dans l'hypothèse où, et c'est vraiment avec un grand si, l'option pourrait être confirmée et qu'il y aurait un vrai travail sur un projet, est-ce qu'à la fin il faudrait faire un référendum? Pourquoi pas?
Je me permets quand même d'ajouter un commentaire sur le niveau du débat, parce que quand on voit à ce stade, là encore, certaines dérives, pardon d'être un peu direct, mais entre ceux, et c'est pas de vous que je parle, qui distribuent des tracts anonymes pour récupérer les adresses mail, sans aucun souci du règlement général de protection des données, entre ceux qui sont prêts à renoncer à toute déontologie au point d'utiliser des adresses mail de parents d'élèves pour faire campagne sur le sujet, je pense qu'il est important que tout le monde reprenne ses esprits, qu'il est nécessaire que nous menions ensemble un débat éclairé, comme on le fait toujours à Massy, que nous nous demandions ensemble, et j'espère que vous y participerez activement, à quelles conditions nous pourrions être favorables, ou à l'inverse, quelles seraient les lignes rouges, quels seraient les points qui nous le rendraient inacceptable. Bref, que nous travaillions, que nous argumentions, que nous débattions. Et comme en plus je crois aux vertus du débat, je pense même qu'on peut cheminer et aboutir soit à l'idée que non, ça n'est pas possible et ça n'est pas pour Massy, et pourquoi pas, soit à l'idée qu'à certaines conditions, ce projet pourrait être bon. En tout cas, je crois qu'il y a un véritable intérêt à travailler ensemble, et c'est ce que j'ai dit depuis le début. Donc je réponds finalement à votre dernier point. Vous me demandez de rendre public ma position, c'est assez étonnant parce que je l'ai fait, je l'ai même écrit dans le magazine. Donc je vais donc la répéter. À ce stade, ma seule position, c'est d'étudier. Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire, et réellement. Et j'ai même beaucoup de mal, honnêtement, à considérer comment, sur la base de l'évocation d'une possibilité, on peut être pour ou contre. Comment peut-on être pour ou contre son projet? Vous dites, et vous avez raison, il y aurait beaucoup d'impacts et il faut les étudier. Comment est-ce qu'on peut dire à la fois, il y a des impacts, il faut les étudier, et dire, sans les résultats de l'étude d'impact, je suis contre? Si on dit qu'il faut étudier les impacts, c'est sur la base des résultats de l'étude d'impact qu'on dit si on est pour ou si on est contre. Mais en tout cas, il y a à mon sens une contradiction profonde à dire qu'il faut étudier les impacts et de donner une réponse à la question de savoir si on est pour ou contre avant d'avoir les résultats de l'étude. Là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre et je ne vois pas dans ces cas-là pourquoi ça sert d'étudier. En tout cas, ma seule position, et qui me semble la seule posture raisonnable aujourd'hui, c'est d'étudier sérieusement cette hypothèse, d'y travailler de manière ouverte, avec les Massicoises et les Massicois, comme on le fait toujours, et si jamais, évidemment, cette possibilité à un moment devenait un projet, alors oui, vous pouvez compter sur moi pour prendre position. Je ne crois pas, d'abord j'ai sûrement plein de défauts, mais je ne crois pas avoir l'habitude de me défiler. Voilà pour ces éléments de réponse. Allez, donc on est vraiment sur un côté, on ne va pas faire un débat long, qui est donc favorable à la motion, qui est hostile à la motion. Donc la motion est rejetée. Je vous remercie. Vous avez maintenant 2 questions orales. Bonjour. La question sur Massy, sur l'événement qui avait été organisé avec Esprit Dog, c'était qu'il y a eu beaucoup de moyens de la ville employés. Et donc à ce titre, comment a été fait l'arbitrage entre, parce qu'il y a eu des moyens humains et des moyens matériels, donc comment a été fait l'arbitrage entre cet événement et d'autres? Surtout que ça faisait suite à une vidéo que vous aviez faite avec, en fait c'est un entrepreneur, hein. C'était de la promotion pour les 2 parties, donc c'est vrai que ça pose des questions, et du coup, pour l'événement en tant que tel, donc la question des moyens humains et matériels, et puis le prix global, comment on voudrait avoir une précision sur ce que ça a coûté à la ville, d'autant qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, et peut-être pas la majorité qui vient de Massy. Merci. Merci encore, merci de permettre de revenir sur ce très bel événement. Et je pense que c'est bien de revenir sur la genèse, d'abord. C'est un événement qui fait suite à des discussions avec des maîtres de chiens et à une difficulté que nous avions, parce qu'on ne sait pas tout sur tout, on ne sait pas toujours les faire, à trouver les bons moyens d'élaborer des compromis entre les maîtres de chiens qui aiment leurs animaux et celles et ceux, et ils ont le droit aussi, qui craignent, ont peur des chiens. Et moi j'étais embêté parce que dans les moyens de la puissance publique, il y a bien sûr le moyen du rappel à la loi verticale. Très bien, ça fait partie des choses. C'est pas complètement satisfaisant. Et je pense en plus qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on est à la fois d'accord pour dire que de temps en temps, le rappel à la règle, y compris par la sanction, est nécessaire, mais que ça ne peut pas être la seule réponse.
Et donc on a cherché des gens qui nous permettent de rentrer dans un dialogue positif pour non pas simplement interdire et sanctionner, mais pour convaincre et emmener et essayer de faire que les quelques propriétaires de chiens, et il y en a, on le sait, qui pouvaient avoir un comportement qui n'était pas tout à fait compatible avec le bon voisinage, puissent l'adopter non pas sous la menace d'une sanction, mais parce que collectivement on se serait convaincu que c'était un bon moyen de vivre ensemble. Et donc on a cherché des gens qui soient en mesure d'être entendus, ce que sans doute, encore, on n'est pas parfait, ce que sans doute nous ne savions pas parfaitement faire. Et on a trouvé quelqu'un qui justement est quelqu'un qui est crédible, audible, auprès de beaucoup de propriétaires de chiens, qui jouit en tout cas d'une audience. Alors peut-être, on peut trouver que c'est pas parfait, ces systèmes, c'est les modes de communication d'aujourd'hui, qui jouit d'une audience auprès des propriétaires de chiens pour essayer de parler de cette manière positive. Et justement, on a eu ce très bel événement, et vous avez tout à fait raison de faire le lien. Alors, il n'est pas caché, le lien entre la vidéo et cet événement n'est absolument pas caché. D'ailleurs, la vidéo annonçait l'événement, donc il n'y a pas de point particulier. Avec l'idée qu'on emmènerait davantage les gens dans un esprit joyeux et positif que dans un esprit de sanction et négatif. Et Merveille, ça a été un vrai succès. Énormément de monde, vous l'avez dit, une ambiance extrêmement sympathique, bienveillante, agréable, beaucoup de gens, des massicois, des non-massicois, et personnellement, je n'ai pas l'habitude de trier les gens ni en fonction de leur nationalité, ni en fonction de leur commune d'appartenance. Donc voilà, je suis ravi qu'il y ait des gens de Massy qui soient venus, je suis ravi qu'il y ait des gens hors de Massy qui soient venus, je suis ravi que ça ait contribué à faire... je ne demande pas la carte d'identité et la domiciliation des gens qui viennent, et heureusement. Donc si des gens se retrouvent pour la fête à Massy, j'en suis absolument ravi. Donc c'était vraiment un très bel événement, y compris en termes de mobilisation collective, de mobilisation des agents, qui ont été extrêmement contents d'y participer. Bref, c'était un vrai bel événement. Alors vous posez la question du coup, question complètement légitime, pas de sujet. Donc, je vous avais donné des éléments vagues, je vous donne des éléments plus précis. Donc, sur le coût financier direct, sur les dépenses directes, entre le montage de la scène et le gardiennage du site et la présence de la Croix-Rouge, c'est 12 500 € qui ont été dépensés. Et sur les heures humaines, alors c'est toujours difficile de savoir ce qu'on compte. Je prends un exemple. La police municipale, elle travaille ces jours-là. Est-ce que je compte les heures, parce qu'évidemment ils ont été un peu plus présents là-dessus ou pas? Toujours difficile. Enfin, si on compte vraiment les heures spécifiquement alloué au sujet, on est à peu près à 2500, donc on a en gros un coût de 15 000 €. Et pour conclure, enfin vraiment, je me réjouis. Alors, j'ai deux manières de voir les choses. Soit je veux y voir votre envie de nous permettre de reparler de ce beau succès massicois, et dans ces cas-là, je vous en remercie. Soit, parce que je devine un peu de critique dans ce que vous dites, je me dis, mais qu'est-ce qui a pu vous déplaire là-dedans? Ça ne peut pas être les chiens, je ne vous accuserai pas de ne pas aimer les chiens, vous aviez été jusqu'à dire, et je sais que je ne suis pas d'accord, qu'il fallait les considérer comme des personnes, je ne crois pas. Donc il y a un événement joyeux et positif sur les chiens. Si ce que vous n'aimez pas, ce n'est pas les chiens, c'est peut-être que vous n'aimez pas les choses joyeuses et positives. Je ne sais pas, je pose la question. Allez, une autre question orale. Bonsoir. Alors, une question sur le nouveau marché de collecte des déchets. Donc, au sein du groupe Nous sommes Massy, nous nous sommes engagés sur les enjeux écologiques et notamment sur la gestion des déchets. Notre objectif principal est la réduction des déchets, mais également leur tri et leur valorisation. Depuis le début du mandat, nous vous avons alerté sur l'échéance du 1er janvier 2024, avec la nécessité de proposer une solution de tri des biodéchets à tous les habitants. Avec la mise en place du nouveau marché de collecte au 1er avril 2025, vous ne répondez toujours pas aux objectifs de permettre au plus grand nombre de pouvoir trier leurs biodéchets. La solution de compostage sur la voie publique, dont la gestion serait assurée à la fois par les habitants et les services municipaux, est le moyen permettant à tous de pouvoir réaliser le tri. De nombreuses villes en France ont développé cette méthode de tri. En début de mandat, une étude avait été initiée afin d'évoquer la mise en place d'une redevance qui fait payer l'usager en fonction de la masse de déchets qu'il produit. Des collectivités locales ont mis en place ce système depuis des années.
Qu'en est-il du résultat de cette étude? Le nouveau marché de collecte reste dans la continuité d'un modèle ancien. Ce nouveau marché de collecte a grandement modifié les conditions de service public, notamment pour l'habitat pavillonnaire. Réduction d'une collecte des ordures ménagères dans la semaine et réduction d'une collecte du verre par mois. De nouveaux bacs pour le verre et les déchets verts ont été livrés à tous les habitants pavillonnaires sans réaliser un recensement des besoins auprès des riverains concernés. Nous avons eu de nombreux retours indiquant que des bacs ont été livrés pour les déchets verts alors que les riverains n'ont aucun espace vert. La collecte pour l'habitat collectif a été également grandement modifiée. La collecte débute ses tournées dès 4h15 du matin, au lieu de 6h30. Les bailleurs sociaux et les copropriétaires ont de réelles difficultés pour organiser la sortie des conteneurs la veille, notamment le dimanche pour la collecte du lundi matin. Cela a un impact financier dans les charges. Ainsi, le service public de collecte des ordures ménagères connaît une baisse du nombre de collectes et la mise en place en partie du tri des biodéchets avec la mise à disposition de composteurs pour l'habitat pavillonnaire et les copropriétés et des lombricomposteurs pour l'habitat collectif. Pourriez-vous indiquer le nombre de composteurs distribués? Moins de collecte et moins de déchets permettrait donc de réaliser une baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères? Ce serait une mesure de pouvoir d'achat. Nous vous rappelons que cette taxe a été initiée par votre prédécesseur, M. Vincent Delahaye, en 2010. Un impôt supplémentaire pour les Massicois. Vous aimez citer des exemples autour de Massy, nous prendrons un territoire en Île-de-France qui baisse sa taxe des ordures ménagères. Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis, a voté en 2025 la baisse de son taux de près de 1 point. 2024 à 7,93 et 6,98 en 2025. Bien que ce soit une compétence de l'agglomération Paris-Saclay, Massy étant la première ville du territoire, membre du bureau communautaire, ce sujet qui concerne le quotidien des habitants doit être porté également au sein du conseil municipal. Souhaitez-vous obtenir auprès de l'agglomération Paris-Saclay une baisse de la taxe des ordures ménagères compte tenu des nouvelles collectes et des modalités de tri des déchets? Je vais essayer d'être la plus concise possible, mais vous connaissez mon incapacité à parler de déchets sans être très longue. Alors je suis surprise par la dernière question. Souhaitez-vous obtenir auprès de l'agglomération Paris-Saclay une baisse de la TOM compte tenu des nouvelles collectes et des modalités? En fait, au sein de ce conseil municipal, on est une dizaine d'élus à être conseillers communautaires et on a voté le 5 mars dernier le taux de TOM pour la ville de Massy et les villes environnantes. Et dans le magazine municipal du mois de mars, on avait indiqué que le taux de TOM baissait. Donc c'était, il passait de 4,61 à 3,71, 4,61 pour 2024 et pour cette année 3,71. Soit beaucoup moins que Plaine Commune au passage. Oui, voilà, au passage. Et par ailleurs, pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspond à une diminution de la somme de la TOM de l'ordre de 20% pour les foyers. Voilà, la CICOA. Mais bon, j'étais surprise par cette première question. Par rapport alors, il y a la question de cette fameuse alerte par rapport à la conformité avec la loi du 1er janvier 2024. Nous sommes en conformité, l'agglomération Paris-Saclay est en conformité, puisqu'on dépend de l'agglomération pour la compétence déchets. La solution de biodéchets qui est proposée aux habitants aujourd'hui à Massy, c'est de se doter de lombricomposteurs, de composteurs de bas d'immeuble et de composteurs individuels. Donc nous sommes en conformité et ça fait plusieurs fois qu'on le répète, donc ça devient un petit peu épuisant à force de répéter la même chose. Enfin, on n'interrompt pas. Par rapport à la question de est-ce qu'on atteint l'objectif de permettre au plus grand nombre de pouvoir trier leurs biodéchets? Quelles options on avait devant nous? On en avait plusieurs et en fonction des options qu'on avait devant nous, on a eu un bureau d'études qui a accompagné l'agglomération Paris-Saclay et les 8 villes qui ne sont pas rattachées au SIOM et on avait la possibilité soit donc de maintenir la distribution de différents types de composteurs, la possibilité de mettre en place une collecte de biodéchets en porte-à-porte, aussi bien pour les habitats collectifs que pour l'habitat pavillonnaire, parce qu'on ne peut pas fournir un service
à un type d'habitat et pas à l'autre. Et par ailleurs, on avait la possibilité d'expérimenter des bornes d'apport volontaire, donc des bornes hors sol, hein, qui ne sont pas en pleine terre, et d'avoir un camion de collecte qui passait récupérer les 2 déchets. L'option qu'a choisi Massy, c'est de porter tout l'effort sur la dotation de composteurs individuels. En fait, c'est le seul déchet qu'on peut composter à notre échelle individuelle. Et si on ne se donnait pas les moyens, là, pendant 2 ans, 3 ans, de mettre l'accent sur le compost, ben on perd l'opportunité d'embarquer les habitants dans un effort citoyen. Et non seulement c'est un effort citoyen, mais c'est aussi du lien social. Cécile, vous savez aussi, comme moi, voilà, vous avez un composteur en bas de votre immeuble. Alors voilà, tout le monde n'est pas favorable, mais ceux qui s'y mettent, ben, ils sont contents de s'y retrouver, ils sont contents d'avoir ce retour à la terre, ce contact avec la nature. Et c'est la solution la moins coûteuse, celle qui est la plus remplie de bon sens en fait. Et c'est pour ça qu'on a mis l'accent là-dessus. Et pour répondre à votre question sur le nombre de composteurs individuels distribués, on a atteint 680 composteurs distribués pour l'habitat pavillonnaire. Donc si on a environ 2000 pavillons sur Massy, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà un tiers des pavillons qui sont dotés de composteurs. Donc, et pour répondre à la question du collectif, effectivement, il y a à ce stade 30 composteurs, 30 sites au pied d'habitats collectifs qui ont été installés. Il y a 40 dossiers à l'étude actuellement. Donc ça, c'est les chiffres qui sont remontés aujourd'hui du service déchets de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Et par ailleurs, il y a effectivement, on sent un frein notable. Et la collecte en porte-à-porte, pour nous, c'était un non-sens. C'est pas parce qu'il y a d'autres villes, d'autres agglomérations qui ont mis en place la collecte en porte-à-porte. Ça n'a pas de sens avec 90% d'habitats collectifs. Avoir de la soupe qui sort dans les locaux poubelles, dans les sous-sols des immeubles, c'est attirer les rats et des odeurs et des asticots en période de forte chaleur. On n'a absolument pas les caractéristiques pour accueillir ce type de collecte. Voilà, on serait en milieu rural, on parlerait pas, on n'aurait pas les mêmes problèmes, mais toutes les villes, que ce soit Marseille, Lyon, dans des quartiers denses qui sont donc Massy est considéré comme de l'habitat urbain dense, ont toutes fait marche arrière sur la collecte en porte-à-porte parce que les gardiens n'en pouvaient plus d'assurer le stockage et le nettoyage de ces biodéchets qui se dégradaient et qui causaient pas mal de dégâts d'insalubrité. J'avance, pardon, excusez-moi. La tarification incitative. Et tout ce que je dis là, on l'a dit en concertation, parce qu'on a mené une concertation quand même pendant 14 mois avec la population. Et je sais, Cécile, que vous avez participé, mais tous les habitants étaient conviés pour apporter leur contribution, échanger avec nous sur justement ce futur marché de collecte, les biodéchets, etc. Oui, j'ai une rectification quand même, Cécile aussi. Les services municipaux, ils n'assurent pas les composteurs sur la voie publique. Ça doit passer par l'agglomération. Donc ce n'est pas les services municipaux, c'est des prestations qui sont assurées par des prestataires via les agglomérations. Pardon, j'en ai profité pour corriger. La question de la tarification incitative, de la redevance incitative, l'étude elle a été menée pendant 2 ans. Et en fait, il faut pouvoir distinguer 2 choses. C'est la décision administrative, elle n'est pas prise à l'échelle d'une ville. C'est-à-dire que c'est les communautés d'agglomération qui décident en concertant les différentes villes en disant on y va, on n'y va pas. Seules les villes qui ont moins de 20% d'habitat collectif peuvent se lancer seules dans une tarification incitative ou une redevance incitative. Donc ça, voilà, c'est la première donnée. Et au bout de 2 ans d'études, il a été décidé de ne pas mettre en place la tarification incitative. Et à l'échelle de l'Île-de-France, seul 1% des communes ont mis en place ces tarifications incitatives parce que les freins sont extrêmement nombreux. La tarification incitative, dans des villes comme Massy, où il y a un fort taux d'habitat social et aussi d'habitat collectif en copropriété, la tarification incitative n'est absolument pas avantageuse en termes de TOM pour
les habitants d'habitat collectif. Les pavillons seraient plus gagnants, ça coûte plus cher. Et par ailleurs, en fait, le passage de camion reste le même, puisqu'on passe à la levée de bac. Et donc ça veut dire que nous, on garderait en fait toujours une flotte de camions qui passerait 3 fois par semaine pour l'habitat collectif, toujours 2 fois par semaine pour l'habitat individuel. Et en fait, on n'y gagnerait pas forcément déjà sur le plan écologique pour l'habitant. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours une base commune en fonction de la valeur cadastrale du logement. Et par ailleurs, après, ce sera la levée de bac. Mais par exemple, Nicolas soit vertueux dans son appartement et fasse très attention à pas dans sa consommation, dans sa réduction de déchets, lui, il devra supporter le même prix de levée de bac que son voisin qui fait aucun effort, par exemple, dans le cadre de sa production de déchets. Ouais, bon, bref, j'arrête. Et là, Nicolas a saisi le service proximité, le service cadre de vie, le service transition écologique, le service de la gestion urbaine aussi pour les bailleurs sociaux. Nous avons fait le tour, pas moi, hein, mais c'est les services qui ont appelé l'intégralité des copropriétés, l'intégralité des bailleurs sociaux. On a rencontré les syndics, on a fait des réunions habitants le soir parce qu'il y avait quelques problématiques à résoudre, etc. Il n'y a aucune charge aujourd'hui financière qui pèse sur ces immeubles dont vous parlez dans cette question orale. En fait, les solutions, elles sont trouvées, elles sont encore en adaptation. Donc, on a encore un petit secteur dont on parlait cet après-midi encore ensemble, rue de Rome, rue des États-Unis, etc. Où là, ça passe un peu trop tôt, il faudrait que ça passe un peu plus tard. Mais à ce stade, on a trouvé des solutions et ça s'est bien passé. Et je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Bien. Et bien sûr, c'est beau. Merci beaucoup. Merci aussi de ces questions orales qui nous permettent de réexpliquer des choses. Certes que nous avons réexpliqué un certain nombre de fois, mais ça nous permet de redonner toutes les informations nécessaires et de montrer à quel point, réellement et concrètement, nous appliquons les objectifs de transition écologique. Ce conseil est terminé. Je vous remercie et nous nous retrouvons dans un mois pour un nouveau conseil. Merci, bonne fin de journée à tous.